3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Régis Béguet est à nos côtés, associé et gérant chez Zadig Asset Management. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Florent Martini de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur de la gestion de Trecento Asset Management et l'économiste du jour, Florent Vabon, à mes côtés. Bonsoir Florent. Bonsoir. Économiste donc chez Ecofi. Commençons peut-être effectivement avec la macro et l'état des lieux de rentrée et plus précisément ce qui nous attend en matière de décision de politique monétaire. Qu'est-ce que vous avez compris des derniers messages envoyés par la Réserve fédérale américaine et le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, ou encore les derniers messages côté européen envoyés par les membres influents de la Banque centrale européenne? Je crois qu'il y avait hier un discours important, toujours délivré par Isabelle Schnabel, membre du board de la Banque centrale européenne. Moi, j'avais en tête que la BCE, partant la première, avait un peu soulagé les marchés, les investisseurs, dans l'idée que cette fois, on allait peut-être pouvoir avoir une BCE un peu moins réactive et peut-être un peu plus proactive dans, j'allais dire, l'accompagnement du cycle, de la désinflation, du soutien à une économie européenne moribonde depuis une paire d'années maintenant. Quant à la Fed, partant un peu plus tard, on se disait qu'elle avait peut-être pas autant d'urgence que la BCE à délivrer ses premières baisses de taux. On se retrouve quand même avec un discours de la Fed qui est assez agressif, dans le sens où, si besoin, Jérôme Powell nous dit que la Fed n'hésitera pas à agir de manière significative pour, désormais, préserver le marché du travail américain, les conditions de l'emploi aux États-Unis, plutôt que de continuer à lutter contre l'inflation qui n'est plus leur sujet. Et en face de ça, on se retrouve avec une BCE qui semble finalement beaucoup plus sur la retenue en cette rentrée, quand bien même elle a décidé de sa première baisse de taux le 12 juin dernier, avant la Fed. Ouais. Alors, bon, le discours de Jérôme Powell, il fait quand même suite aux propos qu'il avait tenus au mois de juillet, en disant mon problème n'est plus l'inflation, mais plutôt l'emploi. Ou plutôt, c'est pas vraiment mon problème, mais disons que dans la balance des risques, l'équilibre. Je mets un peu plus de poids sur l'emploi. Donc il a été assez fidèle à ce discours-là, finalement. C'est un peu dans la continuité. Néanmoins, si on est un peu critique, parce qu'il faut l'être quand même, je l'ai trouvé un peu trop confiant. Confiance, c'est peut-être pas le bon terme. Sur quoi? Sur la désinflation? Ça a manqué de nuance, à mon sens. Non, sur l'emploi. En réalité, si je suis un peu provocateur, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le Jérôme Powell de fin 2023. D'accord. Où il était extrêmement confiant dans ses perspectives d'inflation. Bon, finalement, il avait plutôt raison, en réalité. Mais ça laissait sous-entendre qu'il était prêt à baisser les taux dès le mois de mars, etc. C'est la raison pour laquelle les marchés se sont un peu emballés. On parlait déjà d'un pivot à l'époque. Exactement, on parlait d'un pivot. Et tout le monde se posait énormément de questions. Là, on s'en pose un tout petit peu moins. Mais quand même, je trouve que ça manquait de nuance parce que, finalement, il n'évalue qu'un seul scénario. Celui où le marché de l'emploi continue de se dégrader et donc qu'il est nécessaire de baisser les taux. Moi, je vois ça sous un autre angle, en termes de prévision aux banques centrales. C'est qu'effectivement, on est sur une phase de rééquilibrage du marché du travail. Ça, personne ne le nie, puisqu'on a désormais une baisse assez significative des offres d'emploi non pourvues. La tension sur le marché du travail, donc quand on rapporte les offres d'emploi à la force de travail, est revenue quasiment au niveau d'avant pandémie. Ça veut dire qu'il y a moins de tension sur le marché du travail. Donc ça veut dire aussi que les hausses de taux peuvent avoir plus d'impact. Parallèlement, on a aussi le taux de chômage qui augmente. Et donc effectivement, c'est le moment de se dire la politique monétaire est trop restrictive, ou en tout cas elle est restrictive. Il n'y a peut-être plus besoin, sachant que l'inflation en tendance, là, pour le coup, c'est l'ami de la Fed. Voilà. Et donc, effectivement, c'est le moment de baisser les taux. Je peux recalibrer le réglage de ma politique monétaire. Mais en disant qu'il ne tolérera aucune dégradation supplémentaire du marché du travail, ça laisse sous-entendre qu'il pourrait faire, effectivement, les fameux 50 BP que beaucoup anticipent. Sous-entendu, j'agis en urgence, je ne sais pas, parce que le taux de chômage augmente à... J'ai compris qu'à 4,3 de taux de chômage, on aurait pu imaginer que laisser le taux de chômage monter entre 4,5 et 5 n'était pas un drame pour l'économie américaine et pour le rééquilibrage de l'économie américaine. Ce que Jérôme Powell dit en son nom propre à Jackson Hole, c'est 4,3, pour moi, ça doit déjà être une limite. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Jackson Hole, c'est pas que le discours de Jérôme Powell. C'est aussi un rendez-vous d'universitaires. Et il y a des papiers universitaires qui sont présentés. Donc, il y en a un en particulier, alors j'ai peur d'écorcher les noms, donc je ne vais pas le dire, mais globalement, c'est un papier qui est assez intéressant puisqu'il mêle à la fois un cadre théorique basé sur la courbe de Beveridge, pour le dire simplement à ceux qui nous écoutent, c'est ça lie les offres d'emploi non pourvues avec le taux de chômage. Grosso modo, quand les offres d'emploi non pourvues diminuent, le taux de chômage augmente. Donc ça lie négativement les deux. Il lit aussi, et ce papier lit aussi la courbe de Phillips, qui nous dit qu'il y a une relation négative, je schématise, mais entre l'emploi
et l'inflation. Sous-entendu que pour faire abaisser l'inflation, il faut augmenter le chômage. Donc dans ce papier de recherche, ils mêlent les deux et ils en arrivent à la conclusion, je vais très vite à la conclusion parce que c'est très technique, que le seuil à partir duquel aujourd'hui ça va commencer à devenir problématique, c'est très exactement 4,42% de taux de chômage. D'accord. Il y a une autre partie de la littérature académique qui arrive à peu près aux mêmes conclusions. À quelques différences près, c'est 4,46%. Mais on y est. Ouais. Donc globalement, ça veut dire qu'effectivement, on est proche du niveau où ça pourrait s'emballer à la hausse. Ouais. Donc, c'est le moment. Où ça pourrait accélérer. Exactement, c'est le moment. Mais la motivation, pour moi, c'est vraiment un ajustement de politique monétaire. C'est pas une réponse à une récession. Non. Après, ce qu'il faut bien identifier aussi, c'est pourquoi est-ce que le taux de chômage augmente aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que les entreprises licencient ou est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent sur le marché du travail et qui sont en recherche d'emploi? En réalité, c'est plutôt la deuxième option. C'est-à-dire qu'il y a de l'immigration, il y a un taux de participation au marché du travail qui ne cesse d'augmenter. Quand on prend par exemple, parce qu'aux États-Unis, ils font le distinguo ethnique, ils font aussi le distinguo de genre. Ouais. Donc jusqu'à présent, on avait un taux de participation au marché du travail pour les femmes qui n'augmentait plus avant la pandémie. Et depuis la pandémie, en réalité, il augmente. Donc on a comme ça un taux de participation au marché du travail de certains pans de la population qui fait que le taux de chômage augmente parce qu'il y a plus de personnes sur le marché du travail. Donc pour moi, là je vais mettre les pieds dans le plat, le risque de récession il est un peu surfait en réalité. Et j'irai même plus loin, je vais faire un pas de côté, je vais faire une comparaison avec qui peut paraître un peu osée. Dans les années 50, dans la BD Superman, un des auteurs a introduit le concept de Bizarro World. Le Bizarro World, c'est le monde inversé. Donc la planète Terre n'est plus sphérique, elle est cubique, et Superman est méchant. D'accord. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en 2022... L'anti-monde, quoi. En 2022, on nous avait dit récession technique aux États-Unis, 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB. C'est extrêmement rare hors des périodes de récession. Il n'y a pas eu de récession. On a eu une inversion de la courbe des taux. Quand on calcule les probabilités implicites à partir des niveaux d'inversion que l'on avait en 2023, on aurait dû avoir c'était 90% de probabilité qu'on ait une récession. On n'a pas eu de récession. Les niveaux de confiance des ménages, du consommateur américain, étaient au plus bas, jamais connus. On n'a pas eu de récession. Et aujourd'hui, on a même la règle de Sam, je crois que vous en avez parlé, j'imagine, sur ce plateau, qui a été activée. Donc on est clairement dans le Bizarro World, et je pense que ce cycle de baisse de taux sera différent. J'entends. Et donc ça va être un ajustement de politique monétaire. Et la BCE, pour le dire très très rapidement, c'est paradoxal qu'elle effectivement durcisse le discours, parce que c'est pas du tout la même situation. L'économie ne se porte pas hyper bien, et l'inflation baisse plus rapidement qu'aux États-Unis. Donc moi, mon discours, il a toujours été de dire que c'est une nécessité pour la Banque Centrale Européenne que de baisser les taux. Donc j'étais plutôt content quand elle l'a fait en juin, et qu'elle annonçait que potentiellement elle pouvait le faire encore un peu plus. Et là, on a l'impression qu'ils repartent un petit peu en arrière, et notamment, effectivement, le discours d'Isabelle Schnabel a été de dire le risque que je vois, si je fais des scénarios, c'est finalement que l'inflation soit plus élevée que ce qu'on l'on pense, mais elle n'a pas du tout évalué le fait qu'elle puisse être en dessous de 2%. Elle ne voit qu'un risque. Elle ne voit qu'un risque. En tout cas, dans le discours qu'elle livre, elle ne met en avant qu'un seul risque. Mais la BCE a un biais... structurel. Faucon. Oui, bien sûr. Et la Fed, plutôt de... Mais sur la Fed, juste pour terminer là-dessus, le pricing de marché, c'est 100 points de base de baisse d'auto d'ici la fin de l'année. Vous dites, il y a des chances qu'on n'y soit pas. Au regard de ce que vous décrivez et ce que vous comprenez du scénario macro américain. Ouais, après, les anticipations de marché, c'est toujours un peu pollué. Et notamment sur la réunion de septembre, ça price un petit peu plus que 25 BP. Donc en cumulatif, effectivement, ça fait 100 BP sur l'ensemble de l'année. Mais si on part dans l'idée que c'est un ajustement de politique monétaire et qu'il n'y a pas non plus de dégradation et de récession à l'horizon, ça peut être comme dans les années 90, le fameux soft landing Greenspan avec très peu de baisse de taux. Le Bizarro World, c'est ça ? Le Bizarro World. L'anti-monde, quoi, qui défie toutes les règles théoriques qu'on a pu construire ces dernières années. Oui, ça, je peux vous croire là-dessus. Qu'est-ce que ça change, Régis ? Effectivement, ces histoires de baisse de taux. Est-ce que la Fed est dans le bon tempo, avec le bon discours, prête à délivrer de bonnes baisses de taux qui seraient positives pour les marchés d'actifs risqués ? Est-ce qu'on est dans ce schéma-là aujourd'hui ?
Le marché l'interprète comme tel, en tout cas. Hein, le marché était dans une phase au premier semestre où quand c'était bon, c'était mauvais, quand c'était mauvais, c'était bon. Ouais. On est passé dans une seconde phase un peu plus craintive où quand c'était mauvais, c'est-à-dire que c'était mauvais signe pour l'économie et donc pour les résultats des entreprises et donc pour le niveau des marchés. Et puis là, on est dans une troisième phase où, quand c'est mauvais, c'est bon. Donc, c'est-à-dire plus on a de risques d'apaisement, de ralentissement de l'économie, même si on ne va pas vers une récession, et non presque dans une phase en fait Goldilocks, où on s'aperçoit qu'on a un ralentissement modéré de l'économie avec finalement des menaces qui sont incertaines, effectivement un taux de chômage qui remonte un petit peu, mais finalement pas du tout de signes de catastrophe, et en même temps une inflation qui baisse plus rapidement que ce qu'on pouvait espérer, et donc des perspectives de baisse des taux qui vont être plus rapides. Et puis il y avait cette question, est-ce qu'on peut baisser les taux au moment des élections américaines? Ça va modifier bon, clairement, la porte est ouverte à ce qu'on baisse les taux quand il faut baisser les taux. C'est pas une entrave. Le jour d'après ou le jour d'avant les élections, ce qui est d'ailleurs logique, hein, parce que personne ne sait à qui on fait plaisir en baissant les taux exactement. Est-ce que c'est un coup de pouce pour l'un ou pour l'autre? C'est pas très clair. Donc il n'y a aucune raison de s'empêcher d'agir dans le rythme de l'économie sous prétexte qu'il y a les élections américaines. Donc là, la porte est ouverte à une baisse des taux, à plusieurs baisses des taux assez significatives, sans qu'elle soit ouverte à retourner dans le monde pré-Covid des taux à zéro ou des taux négatifs, etc. Ce qui était une période quand même qui était compliquée pour les allocataires d'actifs, ce qui poussait quand même des bulles, même si aujourd'hui il y a sans doute quelques bulles dans le marché, mais c'était une période qui était quand même dont on savait qu'on devrait en sortir et on ne savait pas si on en sortirait à peu près en bon état. Et donc aujourd'hui, je pense que cette perspective-là, elle n'est pas non plus encore pour tout de suite. Et donc on est vraiment dans une situation qui est assez agréable, où finalement le ralentissement économique va se produire, mais de manière modérée et ordonnée, ce qui pratiquement ne s'est jamais produit dans l'histoire. Hein. Donc c'est pour ça que ce scénario-là... C'est pour ça que je ne serais pas surpris qu'à un moment devant nous, je ne sais pas quand, on commence à se faire peur avec quelques chiffres d'un ralentissement un peu trop fort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à présent, qui amènerait à nouveau l'idée que la récession est peut-être là au coin de la rue aux États-Unis. Jamais la Fed n'a réussi à casser l'inflation sans provoquer de récession. Oui, ça n'a jamais, c'est bizarre world, oui, c'est ça. Ça n'a jamais été le cas. Et donc, peut-être, on commence à probabiliser cette possibilité-là, qui est plutôt sympa. D'accord, oui. Pour l'anecdote, c'est arrivé une fois, donc Alan Greenspan. Ouais, les années 90. Et lorsqu'il a baissé les taux, c'est en réponse à un NFP, un chiffre de création nette d'emplois non agricoles négatif, qui a été révisé après. Positif. Oui. Mais donc on n'y est pas encore. Je comprends. Donc c'est même avant, on réagit avant. Ouais. Donc on est dans le bizarre world. Qu'est-ce que ça change, ces histoires de baisse de taux, et l'idée quand même qu'il y a un cycle qui se met en place, et pas juste du côté de la Fed étant leader, bien sûr, mais on l'a dit, la BCE a commencé, d'autres économies également, y compris dans la sphère émergente, ont commencé à normaliser, à abaisser leur taux monétaire. Florent, qu'est-ce que ça change pour les gérants d'actifs et les gérants actions notamment? Mais je crois qu'il y a quand même un doute qui s'est immiscé clairement sur la croissance américaine. Là où on craignait avant l'été plutôt une réaccélération de l'inflation, du cycle, etc., je crois qu'on peut dire clairement qu'il y a un doute qui s'est immiscé. Et il vient du fait qu'on a eu quand même pas mal de données contradictoires sur la croissance aux États-Unis. Un mois de juillet qui était vraiment quand même en dedans sur certains indicateurs. Et de l'autre côté, au mois d'août, on a eu des choses qui ont quand même pas mal rassuré, la confiance du consommateur, les ventes au détail, etc. Et il y a quand même deux indicateurs récessifs assez forts qui sont déclenchés, c'est cette fameuse règle de Sam. Donc le taux de chômage progresse de 0,5 points sur les 12 derniers mois, sur le taux de chômage moyen sur 3 mois, c'est ça qui progresse de 0,5 Exactement, on prend la moyenne des 3 derniers mois du taux de chômage, on retranche le point le plus bas observé sur les 12 derniers mois, et effectivement, lorsque ça dépasse 0,5, il y a habituellement récession. Mais quand on regarde sur un historique très long, jusqu'en 1930, en reconstituant les données, etc., il y a déjà eu des faux signaux. Oui, c'est empirique. C'est une règle empirique. Très, très bien. Elle le dit elle-même. Et Claudia Sam, elle n'a pas arrêté de défendre l'idée que sa règle n'était pas automatique et que c'était une règle empirique. Ça marche très bien, mais il y a des faux signaux. Voilà.
Florent, pardon. Et le deuxième indicateur, c'est la repentification de la courbe des taux qui semble bien enclenchée après une très longue période d'inversion. Généralement, historiquement, au démarrage d'une récession, on a ce phénomène de repentification. Parce que les taux courts baissent. Donc voilà, il ne faut pas les prendre comme des vérités absolues. Mais comme ces indicateurs marchent quand même plutôt bien empiriquement, il ne faut pas non plus complètement les ignorer. Entièrement d'accord. Voilà. Et d'autant plus que sur le plan micro, la saison des publications qui se termine confirme qu'aux États-Unis, le consommateur à bas revenus est en difficulté. Rien que la semaine dernière, il y a eu un gros warning de Dollar General, donc qui est une entreprise qui fait des produits discountés, de conso discrétionnaire, donc qui a revu à la baisse de 50% son résultat net d'ici la fin de l'année. Et il y a eu d'autres acteurs qui ont eu des warnings assez sévères. Sur la conso discrétionnaire, il y a d'autres choses qui sont arrivées, au-delà de ce qu'on connaissait, notamment dans le travel and leisure. Il y a eu Booking, Marriott, Airbnb, Ryanair, qui ont tous dit que le S2 serait plus compliqué. Et ça se rajoute à ce qu'on connaissait déjà dans la conso discrétionnaire, donc le luxe, l'automobile. Si je sors de la conso, l'industrie, la chimie, ça reste assez compliqué. Mais de l'autre côté, c'est vrai que là aussi c'est contradictoire parce qu'il y a des choses positives. Vous avez un Walmart qui a fait une excellente publication, vous avez un Target aussi qui a réussi à inverser la tendance sur le trafic des magasins, donc il y a des gens qui s'en sortent très bien. Donc tout ça veut probablement pas dire que le consommateur US est en récession, plutôt qu'il est extrêmement sélectif. Et ça, c'est quelque chose quand même qui change. Ouais. Pour le gestionnaire d'actifs, oui, c'est important de comprendre ça. C'est important. La dynamique n'est plus la même. Et le dernier point, c'est ce que raconte le marché. Et donc là, il y a des secteurs qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps qui reviennent sur le devant de la scène. Donc la santé, ça c'est plus avancé, ça fait un certain temps, mais c'est revenu. Puis vous avez les staples et les utilities, par exemple, qui essayent d'opérer des retournements relatifs vis-à-vis du marché. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est des secteurs qui sont perçus comme étant des secteurs plutôt défensifs. C'est des secteurs qu'on a envie d'avoir quand on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, y compris sur le plan économique. C'est un mix de ça, et c'est aussi un mix des taux. C'est un peu des secteurs duration. Bien sûr, sensibles à la baisse des taux. Je pense que c'est un mix des taux. D'accord. Et si je sors du marché equity... force est de constater que l'or, le CHF, sont des actifs très défensifs, sont sur des tendances haussières assez marquées. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec Florent. Je ne crois pas qu'on aille vers un hard landing ni vers une récession des IPS. Par contre, le marché, je pense, est en train d'acter un rythme de croissance qui est probablement plus modéré. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça entraîne des rotations de style, des rotations sectorielles. Mais pour l'instant, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Changement de leadership sur ce marché, sur ces marchés boursiers. Alors juste une petite précision sur ce qui vient d'être dit concernant Ryanair. Il y a eu effectivement un avertissement de Ryanair à la fin du mois de juillet sur le niveau de prix accepté par le consommateur pendant la saison d'été, qui est, comme chacun sait, la saison la plus importante pour les compagnies aériennes. Mais un mois plus tard, il y a quelques jours, ils ont indiqué qu'en fait le mois de septembre se présentait beaucoup mieux que ce qu'ils avaient annoncé il y a un mois. Donc il y a peut-être aussi eu un petit accident spécifique sur Ryanair, d'ailleurs, qui n'a pas été confirmé non plus par EasyJet, qui a publié ces chiffres 2 jours plus tard, qui est lié aussi à un changement de mode de distribution des tickets spécifiquement de Ryanair. Et c'était peut-être pas un signal mauvais pour le enseigne à l'autre, d'une compagnie à l'autre. On peut avoir pour des questions un peu spécifiques, intrinsèques, des histoires et c'est de toute façon très européen. Ryanair, c'est pas ça ne regarde pas les États-Unis. Et sur le luxe aussi, le luxe, ça me donne l'occasion d'évoquer la Chine, parce qu'effectivement, on parle quand même beaucoup des États-Unis et de l'Europe, mais le plus grand point d'incertitude aujourd'hui pour les marchés financiers, pour les débouchés des entreprises, c'est la Chine, dont on espérait déjà le redémarrage quand ils ont supprimé les mesures Covid. Ça remonte à il y a déjà 1 an et demi, qui n'a pas vraiment eu lieu. L'électronique grand public reste dans une situation difficile. On a eu quand même d'assez mauvais chiffres sur les semi-conducteurs. Or, la partie intelligence artificielle, Nvidia, mais sur le marché des semi-conducteurs, ST Microelectronics, Infineon, etc., Texas Instruments, pas mal de chiffres assez mauvais pendant l'été. L'immobilier en Chine reste très difficile, la construction reste très difficile, et la consommation sur la partie luxe
en particulier, on a eu globalement d'assez mauvais chiffres. Là aussi, il y a eu du spécifique. Gucci, c'est un peu spécifique, mais les chiffres d'LVMH étaient plutôt décevants aussi. Ceux d'Hermès ont brillé parmi les autres, mais par contraste, quoi. Voilà, plus par contraste. Enfin, il défie un peu la gravité Hermès toujours, mais quand même un peu par contraste par rapport à l'ensemble du secteur. Donc globalement, il y a un aspect Chine qui est peut-être aujourd'hui la plus grande source d'inquiétude. Tous les groupes occidentaux qui ont publié, reporté sur la Chine, ont reporté généralement des mauvaises nouvelles. Exactement, et un peu multisecteur. Multisecteur. Conso, industrie, tout. Industrie, construction, etc. etc. Donc, je dirais que c'est peut-être la plus grande source d'inquiétude qu'on peut avoir aujourd'hui, parce qu'au fond, on ne connaît pas véritablement l'origine de cette... enfin, on connaît probablement, ça vient de la construction et de la bulle immobilière qui est en train d'exploser, mais ça se diffuse un peu partout en Chine. On ne connaît pas trop la recette en Chine pour sortir de cette tendance. Donc si je devais avoir une inquiétude, moi ce serait plutôt celle-là. Je rebondis là-dessus à propos du... C'est plus l'enlisement de la Chine qui vous inquiète que le risque de récession un jour viendra aux États-Unis. Absolument. Très clair. Absolument. Pour le niveau global des marchés. Des marchés. Comment vous voyez d'ailleurs sur le plan un peu global l'évolution des politiques monétaires devant nous? Alors Fed, BCE, bien sûr, c'est des différentiels qui sont importants à comprendre, mais il y a aussi en face de ça ce qui se passe en Asie, autour de la Chine, la Chine en tant que telle. Est-ce qu'il faut imaginer quand même un mouvement assez global, synchronisé, de baisse de taux? Tout le monde va recalibrer un peu sa politique monétaire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de désordonné qui peut se mettre en place? Et j'ai même pas cité le Japon qui, à contre-courant, peut envisager d'autres... Non mais, c'est à part, et en même temps, on voit bien que le 5 août, ça concerne tout le monde, y compris ceux qui sont en vacances, pour dire la chose. Donc, Oui. non mais... Ça a été furtif. Mais... ça a été furtif, j'aime bien l'idée. Oui. Je mets le Japon à part. D'accord. J'en parlerai après, mais... la hausse des taux a été synchrone. Ouais. C'est-à-dire que au moment où on a vu l'inflation augmenter, partout dans le monde, ça s'est fait à peu près au même moment. Et donc toutes les banques centrales, à peu près au même moment, ou plutôt un tout petit peu après la Fed, mais bon, on va dire à peu près au même moment, se sont synchronisées sur un rythme de hausse de taux et se sont arrêtées à peu près au même moment que la Fed. Donc ça a été plutôt synchrone. Maintenant... pourquoi est-ce que le cycle de baisse de taux, selon moi, n'est déjà pas synchrone et ne le sera pas? C'est parce que la nature de l'inflation n'est pas la même d'une zone à l'autre. Et la transmission de la politique monétaire n'a pas été la même d'une zone à l'autre. Pourtant, on voit bien l'inflation globale mondiale baisser de la même manière un peu partout, Florent, non? Alors déjà, ça dépend comment on mesure l'inflation. C'est-à-dire que... non, mais ça a son importance parce que l'indice des prix américain, le CPI... il n'est pas comparable avec l'indice des prix européen. Donc pour pouvoir les comparer, il faut refaire des calculs. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les déterminants de l'inflation. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans l'inflation, dans toutes ces zones géographiques? Aux États-Unis, le choc de demande a été beaucoup plus significatif. Donc il y a encore une part considérable d'inflation dans les services et dans la fameuse partie immobilière, etc., qu'on pourrait d'ailleurs ranger aussi là-dedans. Mais dans le monde hors États-Unis, il y a toute la partie choc d'offres, prix des matières premières, détente des tensions logistiques, qui a carrément disparu. Et les services, il y en a un peu moins. Alors, il y en a encore un peu en Europe, aux zones euro, au Royaume-Uni, etc. Mais ça n'a pas du tout... et les politiques monétaires... Dans une proportion inférieure. Voilà. Et les politiques monétaires ont eu un impact beaucoup plus important sur l'économie européenne, par exemple. D'ailleurs, Pauline le disait à l'instant, les chiffres qui ont été publiés sur les PMI ne sont pas bons en Europe. On va se le cacher. La croissance a été abîmée. Ça remonte un peu dans les services parce qu'il y a eu l'effet Jeux Olympiques avec la France, mais c'est pas flamboyant. Et donc le Canada, par exemple, on voit le taux de chômage qui est à la Réunion là cette semaine de la politique monétaire. Alors le Canada, c'est un petit pays, mais c'est quand même symptomatique de ce qui se passe, c'est-à-dire que le marché de l'immobilier s'est effondré, enfin quasiment. Il y a pas mal de taux variables et ça a impacté directement les consommateurs. Le taux de chômage a augmenté fortement au Canada. L'inflation a baissé. Donc le coût d'avoir augmenté les taux a été beaucoup plus conséquent au Canada. En Suède, Voilà, donc partout dans le monde. Et donc ces pays-là, toutes choses égales par ailleurs, ils auraient intérêt à être beaucoup plus agressifs que la Fed, par exemple, aujourd'hui, au regard de l'état de l'économie américaine. Pour moi, oui. Déjà, asynchrone du point de vue du timing, mais ça c'est fait. Ouais. C'est-à-dire que la Suisse a même baissé en mars, si je ne m'abuse. Oui. La Suède, le Canada, la BCE évidemment, la Banque d'Angleterre même. Ouais. Tout le monde a baissé avant la Fed.
Et je pense que dans l'ampleur des baisses, ce sera aussi différent. Parce qu'il y en a, c'est pas un ajustement. D'accord. C'est une nécessité, pour C'est une reprendre nécessité. le terme Exactement. que vous utilisez sur la BCE. Et la Banque du Japon, alors là, c'est vraiment Oui, complètement différent. C'est-à-dire que la Banque du Japon a souhaité une boucle prix-salaire vertueuse, donc a vraiment mis tout en œuvre pour que l'inflation augmente, donc a bénéficié de l'inflation mondiale avec la hausse des prix des matières premières, la baisse du yen, etc., a attendu patiemment que les salaires augmentent pour que ça se transmette dans l'inflation de que ça services. s'ancre. Ouais. C'est le cas. C'est-à-dire que c'est incroyable. Il y a des banques japonaises qui n'avaient pas augmenté les salaires depuis 26 ans. Ouais. Donc là, ça commence. Et je trouve que la probabilité accordée à de nouvelles hausses de taux au Japon est assez faible dans le marché aujourd'hui. Je pense que la Banque du Japon nous réserve encore quelques surprises. Ouais. Bon, mais je ne sais pas, les leçons de juillet-août, j'espère qu'elles ont été retenues de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous retenez d'ailleurs de cet épisode estival, Florent Martini et surtout, moi, ce qui m'a intéressé, alors bon, il y a la baisse rapide, furtive, voilà, violente, mais furtive, et puis il y a la reprise. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment s'est fait la reprise, comment le marché est reparti de l'avant, avec quel secteur, quelle thématique, etc. Et est-ce qu'on s'y retrouve ou est-ce que ça... Justement, oui, c'était intéressant de voir que ces secteurs défensifs, ils n'ont pas simplement fait tampon, en fait. Ouais. Une fois que c'est reparti, Ouais. que le marché est reparti, ces secteurs-là, ils ont fait des nouveaux plus relatifs. Donc, voilà, je continue sur le propos d'avant, c'est qu'on est en train d'acter une économie on a un petit peu des doutes, donc on va chercher plutôt des secteurs un petit peu défensifs. Et il y a des histoires, je sais pas, la santé, c'est un thème que vous traitez en profondeur chez Trecento AM. Florent, ça coïncide aussi avec des histoires spécifiques, avec des momentum bénéficiaires peut-être qui retrouvent un peu de dynamique. Est-ce qu'il y a quand même du fondamental, au-delà de la logique de flux, d'équilibrage, d'arbitrage dans les allocations? Est-ce qu'il y a aussi pour ces secteurs-là un dynamisme opérationnel qui peut jouer pour les actions? Alors, il y a un phénomène de flux qui est très clair. Ouais. Ça se voit parce que les big pharma, les gros poids de l'indice européen, Astra, Novartis... Ça pèse encore lourd quand même, ces boîtes-là. Ça pèse lourd, oui. Et ça fait des nouveaux plus hauts historiques. Ouais. Vous avez Roche, Sanofi qui sont sur les plus hauts de 1 an. Donc il y a un phénomène de flux qui est assez clair. Après, il y a des histoires fondamentales qu'on regardait un peu de côté auparavant. Et là, aujourd'hui, vu que le secteur de la santé est plus attrayant d'un point de vue valo, et dans ce contexte que j'ai décrit, il y a des nouvelles qu'on prend mieux, c'est-à-dire par exemple ce qu'a sorti ce matin Sanofi. Moi, je pense que s'ils le sortent il y a 6 mois, 1 an... Ça fait rien? Ça fait pas grand-chose. Ouais. Voilà. C'est no news, quoi. Ouais, c'est pas une grande nouvelle pour ça. C'est quoi une phase 3? C'est des résultats d'une phase 3, c'est ça? Ouais. C'est des résultats qui sont contrastés parce qu'il y avait d'autres essais sur la même molécule qui n'ont pas très bien marché. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une problématique de... Mais là, c'est un catalyseur. Le marché est sensible tout de suite à ce genre de nouvelles. Il y a quand même des histoires assez attrayantes et je pense surtout sur la Big Pharma, il y a une chape de plomb qui est tombée. C'est celle des prix négociés via l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Ouais. Donc ça, les résultats sont tombés cet été et ça va être moins impactant que prévu. Dans un contexte où on a une Kamala Harris qui souhaite plutôt poursuivre ce qu'a fait Joe Biden, il y a quand même une visibilité qui est meilleure aujourd'hui. Donc même pour la santé US en année électorale, vous dites il y a moins de pression que d'habitude dans ce genre de période. On ne sait jamais. Hein. Oui, on n'y est pas encore à l'élection. C'est clair qu'il y a moins de pression parce que Biden a fait beaucoup de choses et Kamala Harris veut continuer ce qu'il a fait. Sur la santé, Régis, c'est un secteur que vous connaissez particulièrement bien? Absolument, pour poursuivre ce qui vient d'être dit. Juste sur Sanofi spécifiquement, aujourd'hui, je suis assez d'accord avec Florent que la réaction du marché... Phase 3, c'est sur la sclérose en plaques, une forme de sclérose, c'est ça? Voilà, oui, en fait, c'est sur la sclérose en plaques, mais il y a quand même 2 points qui sont un peu importants, en tout cas qui changent. D'abord, Sanofi nous a habitués depuis de longues années à beaucoup d'échecs, et aujourd'hui, c'est une phase 3 réussie, donc on peut aussi se dire, ok, le groupe, quand il a fait son profit warning en octobre 2023, de l'année dernière, c'était pour dire, attention, on va avoir beaucoup de phase 2 qui vont passer en phase 3, ça va nous coûter très cher, on fait un profit warning pour ça, parce qu'on va investir en recherche et développement. C'est aujourd'hui le premier de ces résultats-là qui tombe par rapport à ce warning d'octobre 2023, donc première fois que c'est une confirmation que la stratégie d'investir dans la R&D est peut-être la bonne, puisqu'on a
pas une confirmation d'un bon résultat. Alors c'est vrai que ce résultat il est mitigé parce que il concerne, il y avait 2 études en cours, une sur la sclérose en plaques rémitante et qui a échoué, qui concerne en réalité 85% des patients, mais un sur la sclérose en plaques secondairement progressive qui ne concerne qu'une petite partie des patients, mais il se trouve que sur la sclérose en plaques secondairement progressive, il n'y a aucun traitement aujourd'hui approuvé. Donc, il y a aussi une hypothèse qui est que on a un certain nombre de patients qui sont diagnostiqués, mais on peut supposer aussi qu'un certain nombre de patients ne sont pas aujourd'hui suivis par des médecins dans la mesure où il n'y a aucun traitement disponible. Donc le marché qui est identifié comme étant un petit marché pourrait être un meilleur marché finalement parce que des patients... voilà. Donc c'est quand même une assez bonne nouvelle. Et puis le marché il réagit aussi, je pense, un petit peu avec le cœur de temps en temps, c'est-à-dire que c'est quand même une maladie, la secondairement progressive qui est extrêmement débilitante et le fait d'avoir aucune perspective d'évolution est quand même pas très sympathique pour les patients et je pense qu'il y a un peu de réaction aussi émotive. Là où j'entends ce que disait Florent juste avant, c'est qu'il y a 1 an à peine, Sanofi c'était dead money. Et que là, on la retrouve à 104 €. Ce n'est pas tout à fait dead money, il y avait un le warning de 23, c'était un saut dans l'inconnu pour beaucoup d'analystes. Moi, j'en ai discuté avec eux à l'époque. Attends, on avait perdu plus de 10%, je crois, sur la nouvelle pour Sanofi, qui est quand même un poids lourd, qui reste un poids lourd historique de l'indice. Beaucoup d'analystes avec qui j'avais discuté à l'époque n'avaient pas compris la communication R&D financière. Il y avait un nouveau patron de la recherche qui arrivait, etc., qui endossait quelque chose qu'on lui a mis... bref, c'était compliqué, quoi. Ça a eu le mérite de faire un reset des attentes. Voilà, alors, une autre petite précision sur la pharma, vous savez que depuis... Mais non, mais je veux comprendre, c'est pas juste... C'est des histoires spécifiques, parce qu'on a beaucoup parlé de la pharma à travers Novo et Eli aux États-Unis. On continue de parler, évidemment, de leur combat et de la bataille historique qu'ils ont engagée contre l'obésité. Et c'est une histoire fabuleuse. Mais il y a d'autres dossiers qui reviennent. Oui, il y a eu un autre élément déclencheur. Effectivement, c'est là-dessus que je voulais revenir aussi. Le marché est tout à fait, vous savez, le marché il aime bien, il raisonne par monomanie. Donc il y a eu la phase Covid où c'était les vaccins, le mRNA, et puis après on est passé à la phase obésité, diabète, obésité. C'est vrai qu'il y a une dynamique extrêmement spécifique avec quelque chose qui est en train de transformer quand même un peu la société en profondeur. Maintenant, comme toute la valorisation s'est concentrée sur Eli Lilly et Novo Nordisk, tout le reste a été abandonné, mis de côté. Or, le reste continue d'exister. Il y a des innovations formidables qui se passent, notamment chez AstraZeneca, dans le cancer. Vous avez une valeur cachée en Europe, mais personne n'a sans doute en tête que la meilleure performance dans le secteur pharmaceutique depuis le début de l'année n'est pas Novo Nordisk, mais UCB, Union Chimique Belge, qui est donc une moyenne valeur pharma en Belgique, avec qui a pris plus de 50% depuis une mid-cap belge qui a pris plus de 50% avec un produit dans le psoriasis qui est en train de connaître un grand succès. Et puis, ce qui s'est passé sur l'obésité, et c'est ce qui a déclenché en réalité le début du rebond de Roche, c'est que Roche a acheté un actif GLP-1 GIP également dans l'obésité, dont les résultats préliminaires de phase 1, donc des résultats qui sont pour l'instant très, très parcellaires, mais qui ont été assez spectaculaires et apparemment bien meilleurs que ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Ça veut dire que sur l'obésité elle-même, d'autres laboratoires, il y a en fait une vingtaine de laboratoires. Le duopole qui s'installait, Eli, Novo, il sera peut-être à un moment challengé. Exactement, est en train d'être potentiellement challengé, sachant que ceux qui sont dans la place ne vont pas se laisser faire. C'est pas si simple que ça. C'est comme Nvidia, il y a la concurrence sur les GPU. Non, mais ça me passionne, moi, ce sujet. Qu'est-ce que vous en dites ? Le marché va se construire comme un duopole autour de ces traitements, alors partant du diabète contre l'obésité aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des groupes de la taille d'un Roche ou d'autres qui peuvent, je sais pas, rapidement se mettre à niveau, entre guillemets Le marché est très gros, donc il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, Novo et Lilly, ils ont des avantages concurrentiels qui sont monstrueux. Je veux dire, déjà sur l'approvisionnement, ils sont en train sur la production. C'est ça. Et c'est ça. De se construire un truc. Du capex phénoménal. Voilà, ça sera difficile de les challenger.
Et puis l'autre point, ça va peut-être me revenir. Sur le marché GLP1, oui, comment ça se... Sur le prix. Après, Roche, c'est des gens qui savent quand même produire des j'ai pas de doute là-dessus. Oui. Donc, il est certain que prendre des parts de marché à Novo et Lilly, mais les choses changent dans le temps. Il faut quand même ayez en tête, il y a 30 ans, qui était le leader incontesté du diabète. C'était Sanofi. Hein. Oui, bien sûr. Plus dans le diabète, c'est Lilly. Le deuxième point, c'est que c'est très très long. Voilà. Pour arriver à une phase 3, etc., ça prend énormément de temps. Et je veux dire, Lilly et Novo ne se sont pas arrêtés à ce qu'ils font aujourd'hui. Il y a d'autres choses dans le pipeline absolument fantastiques. Non, mais je pense qu'on n'est pas au bout de la révolution. Voilà. Alors, vrai, je suis un peu biaisé par des analystes qui sont très... mais c'est vrai que... qui voient dans les GLP1 la révolution ultime. Quoi. Ça peut être l'aspirine de demain. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi des molécules demain ou des gélules, ou injectables ou pas, qui peuvent quand même prévenir un grand nombre de pathologies ou de risques au-delà de ce qu'on imagine aujourd'hui. Voilà, le fait qu'ils se mettent dans l'obésité, ça c'est quelque chose que le marché apprécie beaucoup. C'est vraiment le domaine où il faut être. Voilà. On verra l'impact macro des GLP1 un jour. Non, mais ce sera sur la consommation. Consommation, force de travail, etc. Ça peut être un vrai sujet à un moment. Hein. Bah oui. Tout le monde là-dessus. Ce sera un sujet d'étude. Avant ça... Le marché, on a sans doute un peu exagéré les conséquences sur un certain nombre de valeurs, d'ailleurs. Mais bon. Oui, mais c'est comme ça que le marché fonctionne. Régis, on avance très vite d'un coup et puis après on regarde. C'est vrai. Non, mais disons quand même un mot de politique dans tout ça. Florent, en tant qu'économiste, alors bon, le fait marquant de l'été quand même, c'est que le match américain s'est un peu déplacé puisque Kamala Harris fait souffler un nouvel espoir, peut-être côté démocrate. On voit que la probabilité peut-être est un peu rebalancée de ce point de vue-là. Est-ce que ça peut avoir des conséquences, que ce soit la victoire de Trump ou de Kamala Harris? Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que ça altère, est-ce que ça fait évoluer le scénario macro-américain, le scénario de politique monétaire pour la Fed en 2025 notamment? Alors ça, c'est sûr que la donne a changé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Donald Trump trustait le haut du panier dans les sondages et Joe Biden était derrière. Donc ensuite, il y a Kamala Harris. Pour simplifier les choses au maximum, effectivement, ça peut changer des choses pour la Banque centrale américaine. C'est-à-dire que si c'est les démocrates qui l'emportent, leur programme est légèrement baissier croissance, mais surtout, il n'est pas plus inflationniste. D'accord. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que la Banque centrale américaine, toute chose égale par ailleurs, elle pourrait être tentée de continuer à ajuster sa politique monétaire, moyennant l'évolution de l'inflation, de la croissance, etc. Si c'est le programme de Donald Trump qui passe, moyennant d'ailleurs aussi s'il a la Chambre ou pas, le Sénat ou pas, etc., qui est encore un autre débat. Oui, sur la fiscalité, c'est important. Exactement. Si c'est Donald Trump, son programme est un petit peu plus pro-croissance, même un peu plus. Ouais. C'est un peu le miroir aussi de 2016. Et donc plus inflationniste. Et donc plus inflationniste. Après, il faut se méfier des raisonnements à l'emporte-pièce, entre guillemets, qui consisteraient à dire alors les taux d'intérêt vont monter, alors les taux de marché vont monter aussi, parce que il faut pas oublier que 2018, c'était aussi l'année d'une mini-récession manufacturière liée aux tarifs douaniers appliqués par Donald Trump. Et le U-turn de la Fed en fin d'année pour remettre de la liquidité dans les marchés. Exactement. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu une réponse... de Normand, oui. Enfin, exactement. Mais très intéressant. Attention aux certitudes trop certaines sur les conséquences. Il y a un débat 10 septembre. Voilà, le 10 septembre, donc on y verra, je l'espère, un petit peu plus clair sur les programmes et sur la manière qu'ils ont de s'affronter aussi sur tel ou tel point. Et donc, à partir de là, il faudra essayer de dériver des scénarios. Mais c'est pas très confortable pour la Fed si c'est Donald Trump. Bon, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir beaucoup de critiques. Mais c'est pas très confortable non plus parce qu'on ne sait pas véritablement si les mesures qui vont être appliquées sont pro-croissance au début. Et puis ensuite, finalement... Puis vous le disiez, autant sur la fiscalité, les questions d'impôts, etc., et d'avoir une majorité à l'ensemble du Congrès, ça peut aider. Autant sur la partie tarifs, douaniers, trade, etc., il peut agir par décret avec la seule signature présidentielle. Exactement. Ouais. On termine avec l'IA. Peut-être un petit mot sur l'IA, partant des résultats de Nvidia et de la réaction de marché, qui n'a pas été aussi... époustouflante que d'habitude. Qu'est-ce que ça nous dit du cycle de l'IA et de la sensibilité du marché à Nvidia strictement aujourd'hui, Florent? Sur l'IA, il y a deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, vous avez tout ce qui est infrastructure, donc ça c'est Nvidia et tout son écosystème finalement qui est très large. Et là-dessus, probablement que les surprises
vont être un peu moins énormes dans le futur. Et donc du coup, là c'est vraiment l'endroit où il y a beaucoup de visibilité en fait, puisque vous avez un cycle de CAPEX de 80 milliards par an au moins pour les 3 prochaines années, et vous avez des dirigeants de GAFAM qui sont absolument convaincus. Sundar Pichai sur la publication de Google dit le risque c'est pas de surinvestir, c'est de sous-investir. Voilà. Donc c'est difficile quand même. D'aller contre. Oui, non, mais ça, d'aller contre, oui, j'imagine. Dans un monde où la croissance se raréfie un petit peu, des entreprises qui ont des rythmes de croissance aussi forts. Mais est-ce qu'on atteint le pic Nvidia ? Enfin, quand je dis le pic, je ne parle pas du cours de bourse ou de la valo. Je parle du pic de la hype ou du pic de la concentration, de l'attention autour d'un seul acteur de la chaîne. Je pense que oui, c'est possible. Et je pense surtout que la pente de hausse du titre, elle va probablement un petit peu se calmer. Et en fait, l'autre monde dans l'IA, c'est les softwares. Et donc là, en fait, on est à la recherche de la killer app. Et donc pour l'instant, il y a les grands langages de modèles, il y a Copilot chez Microsoft, où vraiment il se passe quelque chose. Mais sorti de ça, si vous voulez, le marché ne paye pas pour voir. Parce que c'est normal, les budgets d'IT, pour l'instant, ils sont vraiment concentrés sur l'infrastructure de l'IA. Et les entreprises, elles sont vraiment en train de tester les applications. Elles attendent vraiment d'être sûres. Donc il y a un peu un back and forth avec les fournisseurs de software pour qu'ils produisent. Et là, de ce point de vue-là, le marché, il attend plutôt des preuves il attend de la avant de valoriser effectivement ce que l'IA peut apporter à ses hyperscalers ou autres. Dans le compte de résultats, il y a deux petites boîtes, enfin deux petites de moyenne, ServiceNow et Palantir, où là, il y a des choses qui se passent et ça se matérialise dans le compte de résultats. Mais par ailleurs, si ça ne se matérialise pas, le marché ne paye pas pour voir. C'est Safran aujourd'hui qui a acheté une boîte dans l'IA dédiée à l'aéronautique, etc. Bon, bref, c'est partout. Sur les résultats d'NVIDIA et la réaction de marché, il nous reste une petite minute, Régis. Est-ce qu'il y a une leçon à retenir ? Oui, c'est que Nvidia, ça vaut 30 fois le chiffre d'affaires, ça fait 77% de marge d'EBITDA. Voilà, on est dans un niveau de valorisation qui n'est pas forcément totalement absurde, parce que finalement, le cours de bourse a évolué au même rythme que les cash flows d'Nvidia, donc c'est pas comme une bulle qui ne correspond à aucune réalité économique, ça correspond bien à une réalité économique. Maintenant, on est sur quelle est la probabilité que cette réalité économique, que cette croissance, que cette hypercroissance se prolonge 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et donc, à chaque publication de chiffres, on peut ajuster un tout petit peu cette probabilité et ça vous fait un swing de valorisation qui est immédiatement énorme. Ouais. Voilà. Donc, je crois qu'on était à 38 fois le PE forward sur la publication, enfin après la publication d'NVIDIA. Bon, c'est monté beaucoup plus haut, hein. On était à 62 PE, je pense. Bien sûr. Comme la croissance est très très forte, au fur et à mesure que le temps passe, le PE baisse à cours stable. Mais il faut que la musique continue de jouer. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Régis Béguet, Zadig Asset Management, Florent Martini, Trecento Asset Management et Florent Vabon, Ecofi.